Docteur Synapse. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au VIH. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un spécialiste du VIH qui a consacré une grande partie de sa vie dans la lutte contre le VIH, que ce soit au niveau clinique, mais aussi de ses nombreuses publications. Bonjour docteur. Bonjour docteur Synapse, merci pour cette introduction. Donc, quel est l'enjeu de l'élimination du VIH et peut-être également quelques mots sur l'épidémie, les enjeux à venir et l'impératif d'investir suffisamment dans le secteur de santé contre le VIH? En fait, tout dépend du pays dans lequel on exerce, mais l'infection par le VIH représente un nombre important de gens de par le monde. On parle de la pandémie de coronavirus, mais il faut se rendre compte que la pandémie de VIH a atteint jusqu'à présent 77 millions de gens, dont 35 millions à peu près sont morts. Donc il reste 35 millions de personnes vivant avec le VIH de par le monde. Des chiffres importants sont le nombre de nouvelles contaminations, environ encore 1,8 million de nouvelles contaminations par an et pratiquement encore 1 million de décès par an. Ces chiffres sont loin des goals de UNAIDS qui avait fixé donc le nombre de nouvelles infections et le nombre de morts à moins de 500 000 par an en l'an 2020, on y est. Donc, quand on voit aussi la proportion de patients qui accèdent au traitement antirétroviral, on se rend compte que seulement 70% des patients arrivent au traitement antirétroviral. En fait, UNAIDS avait fixé 3 chiffres, les 3 fois 90. Alors, c'est 90% des gens qui connaissent leur sérostatut pour le HIV positif infecté. 90% des personnes infectées par le VIH sont reliées à une structure de santé. Et 90% des gens qui prennent un traitement antirétroviral ont une charge virale indétectable. On verra l'importance de cette charge virale indétectable. Mais en fait, une bonne proportion de gens continuent à ignorer leur statut d'infection par le VIH. Et parmi les gens qui ont été détectés positifs, une bonne proportion de gens n'accèdent toujours pas au traitement antirétroviral, ce qui fait que l'infection se perpétue. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est-à-dire le screening. Est-ce qu'il est recommandé de réaliser un test VIH de screening chez monsieur ou madame tout le monde? En fait, UNAIDS et OMS ont défini qu'il s'agit d'un test avec un consentement, donc on va dire d'office, un consentement, comment ils disent en anglais, un opt-out screening, c'est-à-dire que quand on va faire une prise de sang à un patient, on doit glisser, de préférence, bon, peut-être pas aux urgences, il y a d'autres choses à faire, mais quand on suit des patients, il faut pouvoir glisser l'opportunité de on va vous faire une prise de sang et en même temps, on en profitera pour vous faire un dépistage des infections virales VIH, hépatite B, hépatite C. Si le patient ne s'oppose pas à ce test, il y consent et donc il faut tester les gens. Le problème avec le VIH, c'est que, comme on a vu, une bonne proportion de gens ne connaissent toujours pas leur sérostatut. Donc, et ceux qui sont infectés par le VIH vont continuer à propager l'épidémie ou l'endémie maintenant. Donc, il est important de proposer un test VIH à toute personne sexuellement active. Les personnes sexuellement actives qui sont monogames, mutuellement monogames, doivent avoir un test HIV au début de leur carrière sexuelle. Quant aux personnes qui ont beaucoup de partenaires différents, il serait bon de les tester une fois par an. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Quels sont maintenant les types
de tests utilisés en pratique courante, que ce soit dans les pays développés et dans les pays en voie de développement? Alors, dans les pays développés, on utilise les sérologies, les tests ELISA qui sont confirmés par le Western blot. Il est bon de répéter le test chez la même personne parce qu'il peut arriver des erreurs de laboratoire. Les sérologies ELISA sont un petit peu trop sensibles et donc doivent être confirmées par Western blot. Dans les pays en voie de développement, on utilise souvent des tests au bout du doigt. Ce sont des tests rapides. Pour confirmer un test rapide, il faut utiliser un autre test rapide qui cherche différents anticorps, donc un autre strip. Et donc 2 tests rapides peuvent confirmer une infection par le VIH. Il existe également des tests salivaires. Ces tests peuvent être faits au cabinet du médecin traitant. Et il existe enfin aussi des autotests que l'on peut acheter en pharmacie pour pratiquer un petit peu comme un test de grossesse à la maison. Alors, pour revenir à l'intérêt de faire ce test HIV, c'est que l'intérêt de connaître le sérostatut infecté du patient a un bénéfice pour le patient lui-même, mais également un bénéfice de santé publique, dans la mesure où un patient traité ne sera plus contagieux et que donc tout est bénéfique à trouver les patients et à les mettre sous traitement. Même s'il faut faire beaucoup de tests en Belgique, seulement un test pour 1000 sera positif, il est aussi important de noter le bénéfice de savoir qu'on n'a pas attrapé le VIH et de continuer à se préserver à ne pas avoir ce VIH. Et de nouveau, s'il faut tester tout le monde, oui ou non, c'est-à-dire que il est difficile de faire une anamnèse sur la vie sexuelle de son patient parce que les gens ne vont pas se confier. Et donc, la définition de groupe à risque est un petit peu aléatoire. On peut éventuellement se baser sur des données épidémiologiques, donc des personnes originaires de zones avec une endémicité élevée pour le VIH comme l'Afrique australe seront évidemment malheureusement plus susceptibles d'être infectés par le VIH. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que le diagnostic de VIH se fait différemment chez par exemple un nouveau-né de 3 mois? Donc, dans le suivi des transmissions materno-fétales, on doit faire des tests spécifiques aux nouveau-nés, puisque les anticorps maternels seront présents jusqu'à l'âge d'environ 3 mois. On peut rechercher l'ADN VIH, des PCR ADN. Plus tard, on pourra également rechercher l'ARN VIH, en sachant que quand le nouveau-né prend 1 mois de prophylaxie, par exemple par zidovudine, que la charge virale peut être indétectable, mais dans ce cas, l'ADN VIH sera présent, et plus tard l'ARN. Très bien. Et même si vous avez déjà répondu en partie, comment interpréter un test VIH qui est positif? Il faut le refaire? Donc, pour des diagnostics de cette importance, il est prudent de refaire un test HIV. D'ailleurs, ça permet parfois d'introduire le résultat du test à son patient en disant que il est probable que le patient soit infecté par le VIH, qu'on va faire un contrôle. Les tests HIV sont quand même des tests de bonne qualité et généralement un test positif est vraiment positif. Mais le mieux est d'avoir une confirmation. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à la 3e partie. Quels sont les moyens de prévention qui existent actuellement pour prévenir le VIH? Alors, il existe toute une panoplie de moyens de prévention et vous connaissez bien entendu le préservatif, l'abstinence, on va dire la monogamie mutuelle. De nouvelles techniques ont été mises au point. C'est notamment la circoncision masculine qui diminue le risque d'acquisition du VIH par l'homme.
les programmes d'échange de seringues pour les usagers de drogues intraveineuses, le traitement des maladies sexuellement transmissibles qui augmentent le risque d'acquisition et de transmission du VIH, mais également des nouvelles choses qui sont donc le traitement post-exposition, donc la PEP, et le traitement pré-exposition. En fait, les antirétroviraux peuvent dorénavant être utilisés comme moyen de prévention, et ce sous différentes formes, que sont donc la prévention de la transmission materno-fétale, le traitement pré-exposition, le traitement post-exposition et treatment as prevention. Donc, treatment as prevention, le traitement comme méthode de prévention en santé publique, puisque les patients qui sont sous antirétroviraux, s'ils les prennent convenablement, ce qui devient de plus en plus facile, obtiennent des charges virales indétectables, généralement après quelques mois. Ces patients ne sont plus contagieux. Des études montrent qu'on peut analyser la charge virale à l'échelle d'une population. Par exemple, on prend tous les patients habitant dans une ville, on additionne leur charge virale, on compare cette ville où il y a beaucoup de patients sous traitement à une ville où il y a moins de patients sous traitement, et donc la charge virale collective est plus importante, et on s'aperçoit que le nombre de nouvelles infections dans la ville avec moins de traitement, moins de patients sous traitement, est plus importante. Donc, cette notion de U égale U, undetectable égale untransmissible, indétectable égale non transmissible, est très importante comme notion de santé publique, mais également comme incentif pour les patients à prendre bien leur traitement. Parce qu'il est évident que la majorité des gens n'ont pas envie de transmettre leur VIH à leurs petits copains ou leurs petites copines. La PrEP, donc le traitement pré-exposition, est quelque chose qui est arrivé ces dernières années. Il s'agit donc de prendre des comprimés quand on planifie d'avoir des rapports sexuels de manière non protégée. Alors ça peut faire hurler les gens qui se disent quoi ? La sécurité sociale rembourse un traitement pour que les gens aillent s'amuser. Il faut se rendre compte que cette PrEP est un concept et que donc elle est effectivement utilisée peut-être de manière la plus abondante par les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, mais elle peut également s'étendre aux femmes, et il faut se rendre compte qu'on avait besoin d'une méthode de prévention qui soit gérée par la femme en l'absence de la connaissance ou du consentement de son conjoint, c'est-à-dire que les femmes doivent pouvoir être autonomes dans la gestion de leur prévention. D'ailleurs, d'autres méthodes de PrEP se sont développées, notamment quelque chose qui va arriver bientôt sur le marché, c'est une injection entre guillemets de long-acting, donc une combinaison d'antirétroviraux, avec une injection toutes les 8 semaines, un petit peu comme on ferait un dépôt progestatif pour la contraception, et qui donc permettrait de servir de traitement préventif chez des personnes qui n'ont pas envie d'informer leur conjoint ou leur conjointe de la prise de ce traitement pré-exposition. Il y a aussi pas mal de développement dans les anneaux vaginaux où on peut combiner, ou en tout cas le but est de combiner des anneaux vaginaux qui auraient un effet anticonceptionnel, anti-MST et anti-HIV, donc le 3 en 1. La femme serait complètement protégée et à sa propre initiative. Ok, très très bien, c'est vraiment super complet. On passe à la dernière question au niveau de la prévention, plutôt on va dire post-exposition. Que faut-il faire après qu'on sache qu'on a été exposé à un patient qui est VIH ? Alors, il existe 2 types de traitements post-exposition, les occupationnels et les non-OPEP, comme on dit, non-occupational post-exposure prophylaxis. Donc, il arrive souvent que, par exemple, à l'occasion d'une gazométrie, un interne débutant
se pique avec l'aiguille qui vient de rentrer dans l'artère du patient. Dans ce cas-là, il est impératif d'informer le patient qu'il est à l'origine d'un accident d'exposition au sang et on lui demande son consentement pour réaliser des tests HIV rapides, parce que le test HIV, comme je l'avais dit, au bout du doigt, est quelque chose qui dure 10-20 minutes, donc on peut rapidement connaître le sérostatut de son patient. Si le patient est HIV négatif, en dehors de zones hyper-endémiques, on est normalement rassuré et il n'y a pas de prophylaxie à prendre. Si le patient est séropositif pour le VIH, alors se pose la question de s'agit-il d'un patient infecté par le VIH connu sous traitement, avec une charge virale indétectable ou non, ou à une nouvelle découverte d'infection par le VIH. Dans ce cas-là, évidemment, la charge virale sera détectable, voire élevée. Dans le cas d'un patient VIH connu, avec charge virale indétectable, le plus souvent, il ne sera pas nécessaire de donner un traitement prophylactique, car, de nouveau, U égale U, pas de charge virale, pas d'infection. Pour des patients avec des charges virales détectables, il faudra voir les antécédents thérapeutiques du patient infecté par le VIH, parce que cela peut influencer la prophylaxie, dans le sens où il peut s'agir d'un patient infecté par une souche sauvage de VIH, et donc le traitement prophylactique de votre hôpital, généralement une trithérapie, sera efficace. Par contre, s'il s'agit d'un patient VIH aux multiples antécédents thérapeutiques mal contrôlés, il faudra voir si un test de résistance, un génotype, est disponible pour éventuellement adapter la thérapie. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux faire référence à un infectiologue qui connaît le traitement. Une fois qu'on a décidé de mettre un patient exposé sous traitement, il faut lui faire les sérologies de base pour savoir son sérostatut vaccinal pour l'hépatite B, son statut infecté ou pas pour l'hépatite C. Rappelons que l'hépatite C est également transmissible et d'ailleurs beaucoup plus que le VIH. Malheureusement, on n'a pas de prophylaxie pour ça. Et le statut de base pour le VIH. La personne prendra 28 jours de traitement antirétroviral, une trithérapie, généralement extrêmement bien supportée. On fera un suivi à 15 jours pour les effets secondaires. Au bout du mois, le traitement s'arrête. 6 semaines, on peut déjà, après l'arrêt du traitement, on peut avoir une première sérologie, on va dire, pour rassurer. 3 mois après la fin du traitement, la sérologie de conclusion. Parfois, la médecine du travail souhaite une sérologie 6 mois après, mais 3 mois après, l'arrêt du traitement est généralement tout à fait conclusif. C'est un traitement post-exposition qui est extrêmement efficace. Il est néanmoins conseillé pendant la période d'incertitude concernant le virage ou pas, d'utiliser le préservatif avec son conjoint ou conjointe habituel. Okay. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces clarifications. Maintenant, on va passer à la 4e partie, c'est-à-dire le traitement et la compliance. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de prendre, on va dire, une pilule par jour chez un patient au VIH? Et est-ce qu'il existe d'autres alternatives, mis à part le fait de prendre une pilule par jour? Oui, il est difficile de prendre une pilule par jour, non seulement pour les personnes affectées par le VIH, mais également pour toute pathologie chronique. Et donc, il faut se rendre compte maintenant que l'infection par le VIH est devenue, dans sa grande majorité, une pathologie chronique. Et donc, comme pour le diabète ou l'hypertension, il est important de motiver les patients et de soutenir leur motivation à prendre le traitement de manière, hélas, quotidienne et de manière très prolongée, puisque les personnes infectées par le VIH qui sont dépistées à l'âge de 25 ans, par exemple, vont devoir prendre ce traitement antirétroviral pendant 50-60 ans. Donc, ce qui est quand même quelque chose de lourd.
Stigma et discrimination sont toujours très forts associés au VIH, notamment dans certaines communautés. On va dire à part les MSM qui sont malheureusement, de par leur nombre infectés par le VIH, plus ouverts au fait que leur partenaire soit séropositif. L'acceptation d'une personne séropositive reste difficile, je vais dire, en dehors des discussions de salon que l'on peut avoir. Oui, moi le VIH, ça ne me dérange pas. N'empêche qu'avoir un rapport sexuel avec une personne qui est connue VIH positive, même s'il a une charge virale indétectable, est quand même stressant pour la majorité des gens. Donc, prendre cette pilule. Alors, les antirétroviraux évoluent heureusement de manière importante. Donc, la trithérapie n'est disponible que depuis 1996, donc quelque chose de relativement récent. Au début, il y avait énormément de comprimés à prendre, mais cela a très bien évolué pour se réduire généralement à une seule tablette une fois par jour, à jeun ou en mangeant ou sans manger, avec des traitements qui sont extrêmement bien supportés, absence globale d'effets secondaires en tout cas connus au court terme, et donc compact. Voilà, donc la difficulté n'est pas vraiment liée à la toxicité ou aux effets secondaires du traitement, mais plutôt à la chronicité de ce traitement. Ok, très bien. Donc maintenant on va passer à une deuxième question. Est-ce une urgence d'initier directement un traitement antirétroviral chez un patient nouvellement diagnostiqué VIH? Dans certains programmes de pays en voie de développement, on fait ce qu'on appelle CMDM Initiation parce que il y a dans ce qu'on appelle la cascade des soins, donc entre le moment où le patient est diagnostiqué, référé au centre de santé, puis vu une première fois par le médecin, vu une deuxième fois par le médecin, initié sous traitement, etc. Donc il y a à chaque fois quelques pourcentages de perte de patients et on se retrouve avec dans des cascades de soins européennes à du 60% de patients qui ont des charges virales indétectables depuis le début des patients qui ignorent ou pas qu'ils sont séropositifs jusqu'au moment où le patient est sous traitement avec une charge virale indétectable. Ces programmes d'initiation le même jour ont des avantages et des inconvénients parce que parfois il faut laisser au patient entre guillemets le temps de digérer l'annonce de sa séropositivité, mais ce temps de digestion ne sera pas très long puisque vu les bénéfices individuels et collectifs de mettre un patient sous traitement antirétroviral, on n'attend plus une chute des CD4 comme on le faisait dans le temps pour initier la trithérapie. Donc tout patient séropositif va recevoir un traitement antirétroviral et je dirais au plus tôt au mieux. La discussion doit se faire avec le patient sur ses préférences. C'est le patient qui choisit quand il va prendre sa tablette, le matin, le soir, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas l'oublier et bien insister sur l'adhérence au traitement. Au début, on va suivre le patient de manière un petit peu rapprochée, tant pour s'assurer de son adhérence au traitement que de s'assurer de l'absence d'effets indésirables. Et puis, une fois que tout roule, on peut suivre les patients tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, avec des biologies de contrôle simples. Et dans certains pays, il y a une décentralisation importante de la prescription du traitement antirétroviral ou du renouvellement de la prescription, soit au sein des mains de médecins généralistes, soit même au sein d'infirmières, puisqu'en fait, le traitement antirétroviral est quelque chose d'extrêmement codifié, notamment dans les pays en voie de développement qui ont des programmes avec peu de choix thérapeutiques, et donc tout le monde prend la même chose. Donc une infirmière dans un centre de santé est tout à fait capable d'initier un traitement antirétroviral et d'en faire le suivi. Maintenant, on verra plus tard que les patients infectés par le VIH
ont de multiples comorbidités et que ces multiples comorbidités justifient des investigations plus ou moins spécifiques et donc peuvent relever d'accéder à un centre spécialisé, par exemple une fois par an. Ok, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Une autre question aussi par rapport à l'arrêt des traitements chez un patient aussi VIH qui a arrêté ses antirétroviraux depuis on va dire, un long moment avec un taux de CD4 qui est assez effondré, on va dire autour de 200, qui est hospitalisé par exemple pour une infection respiratoire. Une question plus spécifique, est-ce qu'il faut reprendre directement, c'est-à-dire durant l'hospitalisation, son traitement antirétroviral? Donc chez les patients qui sont fort immunodéprimés au moment du diagnostic ou bien qui ont fait une petite interruption inopinée de leur traitement, on exclura rapidement les infections opportunistes les plus fréquentes. Donc en fonction du nombre de T4, on va faire différentes choses. Rappelons-nous que la tuberculose dans les pays avec une haute endémie de tuberculose est l'infection opportuniste la plus fréquente chez les patients infectés par le VIH. Dans les pays western, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est plutôt la pneumocystose. Donc en fonction de l'examen clinique, de l'anamnèse, présence de fièvre et de signes respiratoires ou des choses pareilles, on exclura ou on voudra investiguer une pathologie opportuniste particulière. Si on découvre une pathologie opportuniste, le mieux est de commencer l'initiation du traitement de cette pathologie opportuniste, mais de ne pas trop attendre pour commencer les antirétroviraux. Plusieurs études ont été réalisées, notamment chez des patients TB-HIV avec des T4 qui étaient vraiment bas, et on a montré que l'initiation précoce du traitement antirétroviral après l'initiation du traitement antituberculeux permet d'améliorer la survie des patients qui, ou sinon, risquent de décéder de leur tuberculose et ou de nouvelles infections opportunistes. Chez les personnes immunodéprimées, parce qu'il faut considérer le VIH un petit peu comme l'archétype de la personne immunodéprimée, il peut y avoir plusieurs infections opportunistes de manière concomitante, de nouveau en fonction du taux de CD4. Donc, par exemple, pneumocystose et CMV en coexistant n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Okay. Merci beaucoup. Comme les antibiotiques avec les bactéries, est-ce qu'il existe des résistances aussi aux antirétroviraux? Il existe des résistances aux antirétroviraux. Ces résistances peuvent être soit acquises, soit transmises. Alors que pour les infections pour les bactéries, on regarde des phénotypes de résistance. Pour le VIH, on regarde un génotype, c'est-à-dire qu'un certain nombre de mutations ont été identifiées sur le génome du VIH qui est très court par rapport à celui des bactéries, et la présence de mutations à des endroits spécifiques, par exemple M184V sur la reverse transcriptase, vont signer la résistance, dans ce cas-ci, à la lamivudine ou à l'emtricitabine. Donc, on fera un test de résistance à l'entrée, on va dire, puisque le patient peut avoir acquis une souche résistante transmise par son partenaire ou sa partenaire. Dans le temps, je parle comme un vieux, mais il y avait beaucoup d'émergence de résistance parce que les traitements étaient non optimaux et donc difficiles à prendre et alors pas très efficaces et sélectionnaient des virus résistants de sorte qu'il fallait faire une espèce de roulement de traitement antirétroviral en commençant en switchant ou en changeant les traitements en fonction des résistances sélectionnées par le patient, se basant sur ces fameux génotypes. Maintenant, l'efficacité et la simplicité des traitements antirétroviraux est telle que
paradoxalement, l'émergence de virus résistants a extrêmement diminué. La plupart des patients commençant un traitement antirétroviral ont d'emblée et de manière persistante une charge virale indétectable. Comme pour les bactéries, pour le VIH, pas de multiplication égale pas d'émergence de virus résistants. Le meilleur moyen de créer la résistance est chez des patients qui sont partiellement non adhérents et qui donc continuent à prendre de manière erratique leur traitement antirétroviral. Les patients qui l'arrêtent complètement n'ont pas de risque de sélectionner de virus résistants. Cette résistance est aussi très importante dans le traitement pré-exposition, qui se fait donc par la tablette orale emtricitabine ou tenofovir, emtricitabine plus tenofovir ou bien lamivudine plus tenofovir, puisque les patients qui prendraient une PrEP de manière non adéquate, donc s'exposent à attraper le VIH et puis reprendraient une bithérapie, sélectionneraient donc un virus résistant à cette bithérapie et pourraient transmettre ce virus résistant à des gens qui seraient, eux, bien adhérents à la PrEP, mais infectés par un virus résistant. Donc l'adhérence, comme d'habitude dans toutes les maladies chroniques, est capitale pour empêcher l'émergence de ces résistances. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la partie numéro 5, c'est-à-dire les stades, signes, symptômes et la mortalité entraînée par le VIH. Toute première question, quels sont les différents stades de l'infection au virus du VIH? Alors, on a longtemps classé les patients en sida et non-sida et en PLHIV et PLHA, les patients vivant avec le VIH ou les patients vivant avec AIDS. Cette ségrégation est plutôt épidémiologique et surtout utile dans les études pour classifier les patients un petit peu comme au pire de leurs conditions, puisque un patient qui a été classifié SIDA, c'est-à-dire soit basé sur des infections opportunistes, soit basé sur un taux de CD4 inférieur à 200 à son nadir, ne peuvent plus repasser à un taux, à changer de catégorie. C'est surtout utile pour des études qui donc s'adressent d'une manière relativement simple de décrire une population de patients plus ou moins avancés dans leur maladie. À l'heure actuelle, la majorité des patients sont diagnostiqués heureusement avant d'atteindre des taux bas de CD4. Ils ne développent pas et développeront jamais de maladies opportunistes et seront donc des personnes infectées vivant avec le VIH. Alors que dans les années 80, l'espérance de vie d'un patient infecté avec le VIH se présentant dans un hôpital américain était d'une dizaine de jours. On peut dire que l'espérance de vie est pratiquement normalisée pour les patients vivant avec le VIH diagnostiqués à l'heure actuelle. Malgré tout, ils souffrent encore d'un certain nombre de comorbidités et d'un vieillissement accéléré lié sans doute à la pathogénicité du VIH en lui-même et la destruction de la barrière lymphoïde entre l'intestin et le sang. Donc ça, c'était l'hypothèse de la translocation bactérienne après destruction du tissu lymphatique lors de la primo-infection, l'utilisation au très long cours des antirétroviraux et des éventuelles co-infections par de CMV, l'hépatite C, l'hépatite B. Donc la survie est pratiquement normalisée, mais peut être amoindrie par des comorbidités et un vieillissement accéléré. D'accord. Ok, très bien. Quelle est la différence entre une infection, même si vous avez déjà répondu en partie, une infection VIH aiguë avec une séroconversion qu'on retrouve, on va dire, assez rarement, et une infection VIH chronique avec ou sans évidence de stade SIDA, on va dire? La primo-infection est un stade qui est malheureusement très souvent raté, puisqu'en fait il s'agit d'un syndrome grippal. Dans la prise de sang, on verra éventuellement un syndrome mononucléosique, une thrombopénie, une lymphopénie, une petite altération des tests hépatiques, en fait comme une mononucléose, un CMV,
Dans ce cas-là, si on a affaire à un patient relativement jeune et qu'on pense sexuellement actif, il pourra être indiqué d'aller demander en privé les yeux dans les yeux à son patient si il n'a pas eu de comportement sexuel à risque, car on peut alors réaliser donc une PCR où on aura un ELISA positif avec un Western blot incomplet. Plus tôt on sera dans la primo-infection, moins il y aura des bandes au niveau du Western blot. Donc on aura un ELISA positif avec peu de bandes. Ces bandes vont se compléter. L'intérêt de diagnostiquer les primo-infections est de très rapidement mettre ces patients sous antirétroviraux. 2 raisons. Première raison, santé publique. Les patients en primo-infection sont des patients qui sont le plus souvent au milieu de turbulences dans leur vie sexuelle et sont les patients qui sont sans doute le plus responsables de nouvelles transmissions du VIH. Ils viennent eux-mêmes de l'acquérir et ils sont dans un cycle où ils sont, on va dire, très actifs et donc sont également susceptibles de transmettre et ont des charges virales énormes, des millions de copies, et donc sont extrêmement contagieux. C'est pour la santé publique. Mais de nouveau, pour le patient lui-même, il y a un intérêt majeur à commencer un traitement antirétroviral le plus tôt possible. D'abord dans le but de préserver au maximum son système lymphoïde, car le VIH rentrant dans l'organisme infecte ce système lymphoïde, notamment au niveau du tube digestif, qui, comme je l'avais dit, donc c'est le tissu lymphoïde associé au tube digestif est détruit et permet donc une perméabilité de l'intestin à des particules ou des morceaux de bactéries qui entraînent une inflammation chronique et donc un vieillissement accéléré. Mais également limiter au maximum l'établissement de réservoirs, que ce soit des réservoirs au niveau du système immunitaire dans les cellules T latentes ou alors des réservoirs au niveau de sites difficilement accessibles par les antirétroviraux comme le système nerveux central ou le tractus génital. Et ces patients seront sans doute, malheureusement on l'attend toujours, d'excellents candidats pour des vaccinations thérapeutiques ou des nouvelles stratégies thérapeutiques, comme ces patients sont supposés avoir des réservoirs faiblement ensemencés, comme on peut le montrer par la quantification de l'ADN proviral dans des biopsies. Ok, merci beaucoup. Et j'ai encore une troisième question. Quelle est l'évaluation initiale qu'on réalise chez un patient nouvellement diagnostiqué VIH? C'est-à-dire, par exemple, les comorbidités. Est-ce qu'on évalue aussi le risque d'acquérir de nouvelles infections, le taux de CD4 par exemple? Oui, donc au niveau propre au VIH, on fera donc CD4, charge virale et test VIH. On fera également les sérologies des virus B, C, de la syphilis. On verra si le patient a déjà connu le CMV, la toxoplasmose, les BV. En fonction du taux de CD4 supérieur ou inférieur à 200, on pourra rechercher les maladies opportunistes et aussi débuter, en plus du traitement antirétroviral, un traitement prophylactique. Beaucoup de traitements prophylactiques contre différentes choses sont recommandés. Le plus souvent, cotrimoxazole est simplement prescrit, qui préviendra la pneumocystose et la toxoplasmose. Et donc, effectivement, les comorbidités, donc une évaluation des facteurs de risque peut se faire individuellement et aussi tâcher de limiter ces facteurs de risque, par exemple la prise en charge de l'addiction à des drogues intraveineuses ou la limitation des comportements sexuels débridés qui permettent, ou qui risquent de mettre le patient à risque d'attraper
syphilis et autres MST, qui ne sont pas prévenus par le traitement pré-exposition. Tout ça sont des choses qui ne se font pas spécialement en aigu, mais c'est plutôt du chronique. Donc le traitement des addictions et d'éventuellement changements de comportement en fonction de ce que le patient souhaite ou ne souhaite pas d'ailleurs, pas d'obligation. Tout à fait. Ok. Dernière question pour cette partie. Quelle est la cause de mortalité des patients VIH positifs? Est-ce que c'est le VIH qui tue ou est-ce que ce sont les infections opportunistes? Ni l'un ni l'autre. À l'heure actuelle, on meurt le plus souvent avec le VIH qu'on a acquis plutôt que de son VIH. En tout cas, dans les pays où l'accès au traitement est largement disponible. Les infections opportunistes... il faut noter encore que environ 20% des patients nouvellement diagnostiqués arrivent à l'hôpital avec une infection opportuniste et des CD4 qui sont inférieurs à 200, malgré que ces patients aient été le plus souvent vus à de plusieurs reprises dans le système de santé, mais on a oublié de leur proposer un test HIV. En ce qui concerne de nouveau la mortalité, donc là, il y a un risque aigu de mortalité au moment où on a une infection opportuniste sévère. Généralement, cette infection opportuniste est assez facilement traitée, le patient est mis sous antirétroviraux. Et puis, son espérance de vie est plus ou moins normalisée, sauf que les patients affectés par le VIH présentent, par rapport à leurs contemporains, plus de comorbidités, notamment en termes de diabète, hypertension, pathologie cardiovasculaire, pathologie rénale. Outre la pathologie rénale spécifique qui est le IVAN, donc la néphropathie associée au HIV. Et donc toutes les pathologies cardiovasculaires sont liées à cette inflammation chronique persistante qui promeut un vieillissement accéléré. Maintenant, plus tôt on traite le patient, mieux la situation sera contrôlée et sans doute plus longtemps sera la longévité. Mais aussi, nous n'avons pas de recul suffisant pour savoir quelle va être la toxicité des tablettes qu'ils doivent prendre pendant 50 ans. Ok, merci beaucoup. On passe à la dernière partie. C'est la prise en charge et les complications spécifiques du VIH. C'est, on va dire, une partie qui va dire plus pratico-pratique. Première question, quelle est l'approche face à un patient VIH qui présente de la température? Est-ce que le taux de CD4 intervient dans la prise en charge? Bien sûr. Donc, maintenant, la majorité des patients affectés par le VIH vont se présenter dans le service des urgences ou à votre consultation pour une pathologie qui ne sera pas liée au VIH. La majorité des patients qui sont sous traitement ont une immunité qui a été restaurée et une charge virale qui est indétectable. Par contre, comme je vous le disais plus tôt, les comorbidités peuvent être prédominantes dans la pathologie que va présenter votre patient. Maintenant, si votre patient infecté par le VIH vient pour une maladie infectieuse, fièvre, il faudra se demander est-ce que ce patient est connu, oui ou non? Est-ce que ce patient est sous antirétroviraux? Depuis combien de temps? Au début, on peut toujours avoir une allergie. Est-ce qu'il prend une prophylaxie et par cotrimoxazole? Est-ce qu'il la prend convenablement? Demandez aux patients, ils sont très généralement très bien au courant, qu'est-ce que la dernière visite? Est-ce que le patient est suivi régulièrement? Quels étaient ses derniers CD4? Et quelle était sa dernière charge virale? Indétectable est un mot extrêmement bien connu par les patients affectés par le VIH. Et généralement, ils peuvent dire si le docteur était satisfait ou pas de leurs derniers résultats. Chez un patient immunodéprimé avec des CD4 inférieurs à 200, généralement non traités dans ce cas, là, effectivement, on devra s'inquiéter. Il existe aussi des situations dans lesquelles, aux urgences, vous ne connaissez pas le sérostatut de votre patient. N'hésitez pas alors à demander un test VIH rapide, de nouveau disponible en 20 minutes, notamment quand vous avez des pathologies comme des abcès cérébraux, donc toxoplasmose chez un patient immunodéprimé VIH,
des pathologies interstitielles en dehors du corona, mais le corona a un aspect scanographique typique, différent des pathologies interstitielles. Un patient qui a une tuberculose, toujours faire un test HIV, un patient qui a une tuberculose disséminée, obtenir ce test HIV plus rapidement, donc des images de miliaires à la radio du thorax ou au scanner. Donc un test HIV notamment permet une prise en charge ciblée, puisque un patient immunodéprimé qui a une pathologie pulmonaire interstitielle par exemple bénéficiera d'un lavage broncholo-alvéolaire pour exclure une pneumocystose. Si par contre vous avez un patient immunodéprimé avec des lésions cérébrales, donc le plus souvent des abcès, des nodules prenant le contraste, on considérera a priori qu'il s'agit d'une toxoplasmose, on n'ira pas faire de biopsie. Ça change le choix antibiotique. Les patients infectés par le VIH ont un déficit qui porte tant sur l'immunité cellulaire que sur l'immunité humorale. Ils sont donc plus susceptibles d'avoir des infections bactériennes à germes encapsulés, Haemophilus pneumocoque. Donc ils doivent être vaccinés contre ces choses-là. Mais aussi, donc, on peut avoir une pneumonie lobaire classique à pneumocoque chez un patient infecté par le VIH. Quand on se dit que 500T4 c'est bien oui, mais la personne non infectée par le VIH, elle était 4 à 1000, 1400, donc 500 reste bas. Et les patients VIH développent également plus fréquemment que leurs contemporains des cancers que l'on n'avait pas classés auparavant comme les cancers associés au VIH. Bon, il y avait le Kaposi, le cancer anorectal lié au HPV ou le cancer du col utérin, mais il y a également plus de cancers pulmonaires, de cancers en général chez les personnes liées à ce déficit d'immunosurveillance. Ok, très très bien. On va passer à un autre registre, plutôt une approche plus spécifique de la prise en charge des patients VIH positifs avec des symptomatologies diverses. Imaginons qu'un patient qui se présente avec une symptomatologie respiratoire, toux, expectoration, dyspnée, à quelle infection opportuniste faut-il juste penser directement ? De nouveau, tout dépendra du taux de CD4 et également de l'endroit où on travaille. Donc, nouveau rappel, c'est que la tuberculose est la première pathologie opportuniste dans les zones où les épidémies de tuberculose et de VIH sont en overlapping. En Amérique du Sud, on pensera également à l'histoplasmose, la tuberculose est aussi présente. Et en Europe, on pensera plus à la pneumocystose comme pathologie opportuniste chez les immunodéprimés en premier lieu. Voilà. Ok, très bien. Et si, par exemple, présentation pour une symptomatologie neurologique, par exemple confusion, comateux, à quoi faut-il impérativement penser ? Vous avez déjà évoqué la toxoplasmose. Là, on va dire, une image assez spécifique au niveau du scanner. Est-ce qu'il faut penser aussi à la CMV, crypto ? Donc, les deux grosses pathologies du système nerveux central chez les personnes infectées par le VIH sont la toxoplasmose, qui prend la forme d'abcès cérébraux. Donc, au scanner, on voit abcès cérébral. On ne sait pas si c'est un abcès bactérien ou toxoplasmique. La sérologie toxoplasme ne sert pas à faire le diagnostic, mais sert à vérifier que le patient a déjà eu la toxoplasmose dans le passé, comme il s'agit d'une réactivation, comme la plupart des maladies opportunistes chez les personnes immunodéprimées. La sérologie toxopositive, on va dire, permet d'évoquer le diagnostic. Une sérologie négative serait plutôt en défaveur de ce diagnostic. L'autre pathogène important, donc la toxose, c'est à peu près 150 T4, un petit peu plus bas 100 T4, la cryptococcose neuroméningée. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'une méningite, mais ce sont des méningites subaiguës. Le patient peut avoir des maux de tête, des céphalées, et là, on peut rechercher l'antigène cryptocoque
tant dans le liquide céphalorachidien que dans le sang en périphérie et même dans les urines. Et il existe même des tests rapides pour l'évaluation de la cryptococose. Ok, très bien, merci beaucoup. Et si par exemple, cette fois-ci, une symptomatologie digestive, diarrhée importante, avec fièvre, est-ce qu'il faut penser aux mêmes germes qu'une personne non VIH, ou est-ce qu'il faut penser à d'autres, on va dire, autre chose comme le CMV ou d'autres parasites? En fait, la diarrhée chronique était initialement un des marqueurs de l'infection par le VIH et on parlait du wasting syndrome, donc des patients qui maigrissent extrêmement et qui ont une diarrhée chronique. Et chez ces patients avec une immunité très affaiblie, il y avait Cryptosporidium, Microsporidium, Giardia, qui sont des pathogènes classiques. Le CMV peut effectivement aussi donner des colites qu'on diagnostiquera à la biopsie. Il y avait chez les patients aussi très immunodéprimés les mycobactéries atypiques, Mycobacterium avium intracellulaire par exemple. Enfin, c'était le principal germe en cause, donc associant des diarrhées, des adénopathies abdominales. Donc, après, en fonction de l'origine du patient, parce que s'il a voyagé, on pensera éventuellement à des salmonelloses, d'autres germes entéropathogènes plus classiques et qui peuvent aussi atteindre des gens non immunodéprimés. Ok. Dernière atteinte, plutôt on va dire cutanée, est-ce qu'il y a des infections opportunistes qui sont plus fréquentes chez les patients VIH, Zona, HSV2, ou il y a d'autres infections? La peau est fréquemment atteinte dans le VIH et une des affections cutanées les plus précoces et les plus fréquentes, c'est le prurigo, donc des espèces de petits nodules surtout au niveau des membres inférieurs. On peut également avoir des atteintes pharyngées des ongles, donc une onychomycose chronique. Après, il y a des atteintes qui sont plus spécifiques de l'immunodépression, et c'est effectivement le zona. Et donc, chez toute personne qui aura un zona, on pensera évidemment à faire un test pour le VIH, même si le zona n'est pas égal à VIH, mais en tout cas, il faut faire un test pour le VIH. Et le sarcome de Kaposi, donc, qui est également cliniquement assez facilement reconnaissable, on confirmera néanmoins par une biopsie, et qui atteint toutes les parties du corps, et dont il faudra, puisque là il s'agit d'un cancer, le statut cancer ou pseudo-cancer est toujours en discussion, mais dont il faudra évaluer l'extension au niveau des muqueuses, et notamment par fibroscopie bronchique et endoscopie haute et basse, digestive haute et basse, pour voir l'indication d'une chimiothérapie. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Juste un tout petit mot sur les effets indésirables des antirétroviraux, c'est-à-dire les effets indésirables les plus fréquents. Alors, les antirétroviraux, il y a d'abord plusieurs classes. Donc, les classes, ce sont les analogues nucléosidiques inhibiteurs de la reverse transcriptase, les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase, les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs de l'intégrase, et alors beaucoup moins utilisés, les inhibiteurs de fusion et les inhibiteurs du corécepteur CCR5. Ces médicaments ont des effets secondaires qui sont liés à leur classe. Donc, les inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase ont notamment des toxicités mitochondriales. C'était très prévalent avant avec la zidovudine et surtout la stavudine qui donnait les lipodystrophies. Mais ça reste également beaucoup moins présent, mais quand même présent avec les deux seuls analogues qu'on utilise encore, qui sont l'abacavir et le tenofovir sous la forme TDF, ou moins toxique, la forme TAF,
généralement combinée à l'amivudine. Donc ce sont des choses qui donnent des insuffisances rénales, des ostéopénies avec éventuellement des fractures, éventuellement des pathologies neuropathiques, mais tout ça a énormément diminué grâce à donc la réduction, enfin plutôt l'utilisation des inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase, à l'abacavir et au tenofovir, qui sont moins toxiques. Rappelons que l'abacavir peut provoquer une hypersensibilité chez les patients porteurs d'un haplotype de l'HLA B57 et qu'il faudra donc faire aussi dans le dépistage, enfin au début, un test pour ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque de donner ce médicament sous forme d'allergie cutanée. Alors, les inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase peuvent être associés à des troubles lipidiques, plus ou moins importants. Les antiprotéases sont associés le plus souvent à peuvent être associés à des troubles métaboliques, hyperglycémie, hyperlipémie. Les inhibiteurs de l'intégrase ont l'air bénins, mais peuvent être associés par exemple à des prises de poids, à des problèmes neurologiques, neuropsychiatriques, insomnie, des choses pareilles. Voilà, ce sont les grandes choses. Le plus important pour les antirétroviraux, c'est de bien vérifier les interactions médicamenteuses, parce que certains de ces antirétroviraux sont associés donc à des inhibiteurs du cytochrome P450, comme le cobicistat, ou sont eux-mêmes des substrats de ce cytochrome P450. Ce cytochrome P450 se trouve tant dans le foie que dans l'entérocyte. Et également, il y a la P-glycoprotéine qui permet le passage trans-intestinal des substances. Il y a la liaison protéine, il y a l'élimination rénale. Et donc, chaque fois que l'on combine deux molécules entre elles, il faut voir si l'une ne va pas agir sur le métabolisme de l'autre. Et donc, les antirétroviraux sont susceptibles, par exemple, un traitement antituberculeux, on est très limité, puisque si on veut utiliser de la rifampicine, il n'y a pas 36 000 choix. Et favirenz, isantress, ou de l'utegravir sont les choses qui sont recommandées. Je pense que j'ai été exhaustif. Mais, et alors, d'un autre côté, quand on met, par exemple, un inhibiteur d'intégrase boosté, de l'intégrase boosté ou un inhibiteur de protéase boosté, avec, par exemple, des hypolipémiants, il y a des risques de toxicité musculaire. Donc, c'est la toxicité de l'antirétroviral et éventuellement des toxicités induites par des interactions médicamenteuses ou des diminutions d'efficacité de l'autre molécule ou de l'antirétroviral. Pour clôturer ce podcast, voici les points clés. 1. Le VIH est un problème mondial. 2. L'objectif de l'UNAID, 90-90-90, n'est pas encore atteint. Cet objectif se résume en 90% des personnes VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes VIH dépistées et traitées, et pour finir, 90% des patients VIH recevant un traitement ont une charge virale indétectable. Troisième point, dépiste tout le monde, sans exception. Il existe des tests rapides, donc pas d'excuses. 4. Il existe plusieurs moyens de prévention. Les moyens de protection classiques comme le préservatif, traite les IST, traitement post-exposition et un nouveau concept qui est le traitement pré-exposition. 5. Prendre une pilule par jour peut être très difficile au long terme. 6. Face à un patient VIH infecté, toujours regarde ses taux de CD4. Si atteinte respiratoire, garde à l'esprit la tuberculose et la pneumocystose. L'histoplasmose est plus spécifique de l'Amérique. Si atteinte du système nerveux central, il faut surtout penser à la toxoplasmose et principalement si tu as un abcès cérébral. Pense à la méningite à Cryptococcus en cas de CD4 trop bas, inférieur par exemple à 200.
Si atteinte digestive, c'est-à-dire diarrhée aiguë, pense au Cryptococcus, Microsporidia, Giardia, CMV, mais on peut également avoir des mycobactéries atypiques type Avium. La peau peut être révélatrice de l'HIV, les atteintes cutanées les plus fréquentes étant le prurigo nodulaire, le zona et le Kaposi. Un truc super important est de garder à l'esprit les effets indésirables des antirétroviraux. Aussi, toujours vérifie les interactions des antirétroviraux avec les autres médicaments que tu veux introduire. Merci beaucoup, je pense qu'on a vraiment fait le tour et merci encore pour vos lumières. Merci aussi pour, j'espère que les patients infectés par le HIV et les patients non infectés par le HIV bénéficieront de ce podcast par le Dr Synapse. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.